Bonjour, bienvenue sur Diagonal Mag, cette première émission. Pour présenter cette émission, nous avons la chance d'avoir avec nous le grand maître international Éloi Rollange qui nous fait l'amabilité de venir. C'est d'autant plus appréciable qu'il est en train actuellement de jouer un tournoi international. Pour cette première émission, nous allons parler de trois grands thèmes d'actualité du monde des échecs. Dans un premier temps, d'abord, nous parlerons du tournoi zonal, c'est-à-dire le tournoi de qualification au championnat du monde qui a eu lieu en novembre. Nous parlerons des joueurs qui ont joué ce tournoi, ainsi que d'une partie intéressante du seul Français qui s'est qualifié lors de ce tournoi. Ensuite, nous parlerons de l'organisation des prochains championnats du monde. Nous détaillerons un petit peu les dates et ainsi que l'histoire de cette organisation, puisque c'est assez intéressant de détailler cette aventure. Et enfin, nous parlerons de l'actualité française avec donc le tournoi de Paris qui a lieu donc à Clichy exactement, de tournoi international que joue Éloi Rollange, et du tournoi de Belfort où joue le jeune prodige mondial Ponomariov, qui s'avère être un prodige exceptionnel, peut-être supérieur à Étienne Bacrot. Donc nous y reviendrons en troisième partie. Donc bonsoir Éloi. Bonsoir. Donc Éloi, tu es en train actuellement donc, de jouer ce tournoi international. Tu nous fais donc le plaisir de venir pour cette émission et tu vas présenter avec nous donc, ce magazine, Diagonal Mag, ce magazine sur l'actualité internationale. Oui. Alors comment se passe ce tournoi, peut-être avant de continuer? Donc mon tournoi se passe pas trop mal en fait, puisque bon, pour l'instant je suis troisième du tournoi. Donc c'est pas une mauvaise prestation vu que c'est un tournoi qu'on appelle de grands maîtres, donc qui regroupe plusieurs grands maîtres ainsi que des candidats grands maîtres. Donc pour l'instant je suis en troisième position, il reste 2 parties à jouer. Donc j'espère que tout devrait bien se passer. Il me reste à jouer des joueurs en principe pas trop forts. Donc voilà, pour mon tournoi en tout cas. Merci Éloi. Donc maintenant nous allons donc commencer cette émission par d'abord nous allons parler donc, du tournoi zonal. Tournoi zonal, zone 1.1. Alors peut-être Éloi, tu vas nous détailler ce que c'est que la zone 1.1 du tournoi zonal. D'abord, un tournoi zonal, c'est quoi? C'est un tournoi donc, qualificatif pour les championnats du monde. C'est-à-dire que chaque fédération propose ses meilleurs joueurs pour ce tournoi et ces joueurs se battent sur l'échiquier, donc évidemment, pendant 15 jours pour désigner les 8 joueurs, dans le cas de ce tournoi zonal, les 8 joueurs qualifiés pour les prochains championnats du monde. Alors Éloi, peut-être tu peux nous parler un petit peu des fédérations qui jouent dans ce zonal. Oui, alors donc ça regroupe plusieurs pays. Donc par exemple, donc il y a le Luxembourg, la France, la Belgique, les Espagnols qui sont très forts, les Anglais évidemment, une des équipes les meilleures du monde. Donc système de sélection en France cette année, ça a été vraiment une sélection à l'américaine. C'est-à-dire qu'on a fait le championnat de France, on a pris les 6 meilleurs, et comme on avait 6 places, les 6 meilleurs français sont allés là-bas. Mais enfin, ce n'est pas forcément les meilleurs, c'est-à-dire c'est les meilleurs joueurs du championnat de France. C'est-à-dire c'est assez ponctuel, c'est sur un tournoi. Donc c'est sélection à l'américaine. Si Étienne Bacrot avait terminé 7e, il n'aurait pas été qualifié, alors qu'il fait partie bien entendu des meilleurs joueurs français. Donc le tournoi a eu un déroulement un peu spécial, c'est-à-dire donc c'était en novembre dans la ville d'Andorre, et le résultat a été très très surprenant, puisque nombreux favoris ne se sont pas qualifiés. Et il y a eu quelques surprises, notamment Christian Bauer, qui est le seul Français à s'être qualifié dans ce tournoi. Oui, c'est le cas. Alors peut-être on va justement parler des joueurs qui composaient ce zonal, donc on va un petit peu parler de quels joueurs jouaient, de quel pays venaient un petit peu, mais surtout des grandes vedettes qui composaient ce tournoi, et commenter donc le résultat de ce tournoi. Alors pour la France, donc on avait comme joueur, on avait Christian Bauer, évidemment, qui a créé la surprise. Vous allez y revenir ensuite. On avait aussi donc le numéro 1 français actuel, qui est Joël Lautier. Donc, je crois qu'Éloi, tu le connais bien, Joël Lautier. C'est quand même une grosse surprise qu'il ne soit pas qualifié d'ailleurs. Mais peut-être tu peux nous parler un peu mieux de son palmarès. Joël, c'est une grosse pointure. Il domine les échecs français depuis déjà 5 ou 6 ans. Donc là, il a une certaine baisse de forme en ce moment. C'est assez inexplicable. Ça fait 6 mois que ça dure. Et Joël, donc, n'arrive plus à atteindre les mêmes résultats qu'auparavant. Bon, alors on peut rappeler quand même, à titre d'exemple, que c'est un des seuls joueurs au monde à avoir un score positif contre Kasparov. Il l'a battu 3 fois, il a perdu 1 fois. Donc c'est tout à fait exceptionnel, puisque Kasparov est quand même le plus grand champion du monde de tous les temps. Donc voilà pour Joël Lautier, qui domine les échecs français depuis longtemps, et là qui a fait une contre-performance de plus, c'est-à-dire il confirme en fait sa méforme, qui dure depuis à peu près 6 mois. Alors autre joueur donc, qualifié, qui était donc proposé par la Fédération française, qui ont joué ce zonal, donc qui s'étaient qualifiés préalablement pour ce tournoi qualificatif donc, au championnat du monde, je le rappelle. Donc,
On a parlé de Christian Bauer, on y reviendra sur Christian, on a parlé de Joël Lautier, et on a aussi le jeune prodige français qui a fait la une des médias nationaux il y a de ça au moins un an, puisqu'il a obtenu le titre de grand maître international à l'âge de 15 ans et quelques mois, ce qui constituait, ou 14 ans, 14 ans et quelques mois, dit Éloi. Donc, ce qui constitue une performance exceptionnelle. Donc Étienne Bacrotti était présent, je crois qu'il est actuellement numéro 2 français en fait, derrière Joël Lautier. Alors là aussi, Étienne Bacrot ne s'est pas qualifié. Alors, je ne sais pas, peut-être Éloi, tu vas nous parler un peu plus d'Étienne Bacrot et de ce résultat surprenant. Alors en fait, c'est pas si surprenant que ça. C'est-à-dire que Étienne est quand même encore très jeune. Il n'a pas du tout l'expérience internationale de Joël Lautier. Donc il est clairement moins fort et clairement moins expérimenté. Donc dans ce tournoi, il aurait pu créer la surprise. Il ne l'a pas fait. Mais le fait qu'il ne soit pas qualifié n'est pas vraiment un fait marquant, disons. Il aurait pu faire un événement et il se passe qu'il ne s'est pas qualifié. Mais je pense que honnêtement, qu'il n'était pas encore assez mûr pour faire une bonne prestation dans un tournoi de ce niveau-là. Alors ensuite, 2 autres joueurs français qui donc étaient présentés à ce tournoi. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait, tu me contrediras peut-être Éloi. Je crois donc qu'il y avait aussi Yossif Dorfman et Anatoly Weisser. Alors ces 2 joueurs français un peu particuliers puisqu'ils sont d'origine russe tous les 2 je crois. Ce sont donc de très forts joueurs et qui eux aussi n'ont pas réussi à se qualifier. Et Dorfman de justesse. Oui, alors Yossif Dorfman est le champion de France en titre. C'est-à-dire c'est lui qui a gagné le championnat de France cette année. C'est une légende en fait des échecs mondiaux puisqu'il a été entraîneur de Kasparov au moment des matchs Kasparov-Karpov où Kasparov était un peu la Russie dissidente. C'était un des seuls joueurs d'Union soviétique à oser se mettre dans l'équipe de Kasparov contre Karpov qui avait vraiment tout le pays derrière lui. Donc Yossif Dorfman a été entraîneur de Kasparov. Maintenant il a été entraîneur d'Étienne Bacrot, entraîneur de Veselin Topalov qui fait partie des 5 meilleurs joueurs mondiaux actuellement. Donc vraiment Yossif Dorfman a une expérience fantastique en tant qu'entraîneur. Maintenant, pour la compétition, il est un peu moins pointu, un peu moins bagarreur en fait. Il lui manque un peu le fighting spirit, ce qu'il faut pour faire vraiment un grand champion. Donc en fait, c'est pas vraiment un joueur, c'est plutôt un analyste, un travailleur. C'est vraiment un professeur d'échecs. Alors donc sa prestation ici a été excellente puisqu'en fait il s'est qualifié parmi les 8 premiers. Il a été premier, 8e ex aequo. C'est-à-dire il y a eu 8 ex aequo dans ce tournoi. Donc il fait partie des malheureux en fait qui sont fait éliminer au match de départage. Donc Yossif Dorfman, on y reviendra plus tard, en fait a fait un très bon tournoi vu qu'il est arrivé dans les premiers, mais a perdu dans les phases éliminatoires. Donc voilà. Anatoly Weisser, c'est un peu différent. C'est-à-dire que Anatoly Weisser maintenant se désintéresse un peu des échecs puisqu'il travaille dans le milieu boursier, comme de nombreux joueurs d'échecs en fait. C'est une reconversion tout à fait plausible. Donc là, il joue moins aux échecs. Donc sa prestation au zonal a été un peu décevante puisqu'il a terminé avec plus 1 ou 50%, ce qui est donc un peu en dessous de son niveau. Mais Anatoly a lui aussi manqué un peu d'énergie et manqué un peu de punch, disons manqué même d'ambition en fait pour se qualifier. Et il y avait un dernier Français que Stéphane a oublié de mentionner, c'est Gilles Miralles, donc qui lui est dernier qualifié, un peu qualifié surprise. Et donc son tournoi a été totalement catastrophique, un peu à l'image de son entraînement en ce moment, vu qu'il ne s'entraîne pratiquement plus. Donc voilà pour les joueurs français qui jouaient sur ce tournoi. Évidemment, on va aussi parler des autres nations, et c'est très très important, puisqu'on avait parmi des grandes nations d'échecs représentées, on avait évidemment l'Espagne, l'Angleterre et notamment la Hollande. Je pense que c'est les 3 pays les plus représentatifs, il me semble. Peut-être l'Allemagne. L'Allemagne ne participait pas. L'Allemagne ne participait pas. C'est la zone 1-2. Voilà, donc c'était pas la même zone, d'où l'absence des Allemands sur ce tournoi-là. Donc pour les Anglais, donc on avait notamment Jonathan Spielmann, qui est quand même une légende des échecs, puisqu'il a déjà été demi-finaliste du championnat du monde. Si je ne m'abuse pas, c'était en 1989. Bon, mais tu as l'air bien informé. Donc Jonathan Spielmann, on avait aussi comme anglais peut-être... donc Tony Miles. Tony Miles. Qui est également très très fort. Et est-ce que John Nunn faisait ce tournoi? Non, John Nunn n'a pas participé à ce tournoi. Donc, surtout 2 Anglais très connus en fait. Oui. Donc Tony Miles et Jonathan Spielmann. Alors il faut dire que ça ne reflète pas trop le niveau des échecs en Angleterre. Disons, la participation de ces 2 grands maîtres, disons de second plan, puisqu'en fait les meilleurs joueurs anglais, qui sont donc Matthew Sadler, Michael Adams ou Nigel Short, sont qualifiés directement pour le championnat du monde bien entendu.
Donc ici, nous avons des grands maîtres très très forts, mais qui sont quand même de second plan, disons, pour cette grande nation échiquienne qu'est l'Angleterre. Et malgré cela, évidemment, ces 2 joueurs se sont qualifiés. Donc d'ailleurs, on va parler un petit peu des joueurs qualifiés maintenant. Donc vainqueur de ce tournoi, je crois que donc Christian Bauer déjà, donc français, c'est je crois la grosse surprise de ce tournoi. Oui. On va y revenir juste après, je continue à citer les qualifiés. Donc Tony Miles, Nijborg qui est donc hollandais. Un jeune Hollandais, oui, en pleine progression. Jonathan Spielmann, Magem et Reinderman. Alors peut-être Magem et Reinderman sont moins connus dans le monde des échecs. Alors peut-être Éloi, tu peux juste en 2 mots nous dire qui sont ces joueurs. Donc ils ont un peu créé la surprise. Donc Jordi Magem a créé la surprise dans la mesure où lui, ça fait très longtemps qu'on le voit dans le circuit, son classement Elo est monté en flèche sans jamais qu'il remporte de grands tournois. Donc ici c'est une chose faite puisque quand même il s'est qualifié donc, pour le championnat du monde. Par contre Dimitri Reinderman, lui c'est tout le contraire, c'est-à-dire on l'a presque jamais vu. Il vient juste d'émerger un peu du paquet de candidats. Et donc, il signe ici une très très belle performance. Ça fait quelques temps qu'il commençait à titiller les meilleurs joueurs mondiaux. Mais là, donc, il a prouvé que même sur tout un tournoi entier, qui dure quand même 10 jours et 9 parties, il a réussi à se qualifier. Donc voilà. Donc on revient maintenant sur la super performance de Christian Bauer. Alors Christian Bauer, c'est un jeune joueur français, il fait partie d'un petit peu de la nouvelle génération des grands maîtres français. Avec, on va citer Éloi évidemment, on va citer peut-être Laurent Fraissinet, on va citer Étienne Bacrot évidemment. Tous les jeunes français donc, qui ont entre 15 et 25 ans on va dire, qui constituent la relève vraiment des échecs français. Les échecs français qui sont pleine de progression, puisqu'on n'a jamais eu autant de maîtres et de grands maîtres en France que depuis ces dernières années. Alors peut-être plus en détail, Éloi, tu vas nous parler de Christian Bauer, un joueur qu'on ne connaît encore pas trop, mais pourtant qui a déjà été champion de France. Oui, alors Christian Bauer, pendant très longtemps, on l'a surnommé le grand maître national, alors que c'est un peu ironique, puisque normalement tous les grands maîtres sont internationaux, bien entendu. On l'avait surnommé comme ça, puisque ses performances de grand maître, il ne les faisait que pendant les championnats de France. C'est un des seuls tournois qui réussissait systématiquement très très bien. Tous les ans, il faisait au championnat de France une performance bien au-dessus de son niveau. Donc ici, c'est bien entendu la meilleure performance de toute sa carrière, puisqu'il remporte un tournoi de classe mondiale. Donc il a dominé de bout en bout. Donc Christian est jeune, Christian ne travaille pas trop les échecs, il vient de devenir professionnel. Il a un style un peu excentrique, donc il joue des ouvertures un peu surprenantes, pas très connues, pas forcément très bonnes, mais qui ont le mérite de surprendre et de dérouter un peu tous ses adversaires. Donc je ne sais pas trop ce qu'on peut dire de plus sur ce jeune joueur. Donc ici, on va commenter une de ses bonnes parties, une de ses victoires contre Yefimov, qui est un grand maître italien. Donc oui, on va donc passer à cette partie. Donc ce qu'on peut noter quand même, c'est que Christian Bauer, grâce à cette excellente récompense, rentre un petit peu dans l'histoire des échecs, au moins français, puisque les joueurs d'échecs français qui ont participé au cycle final finalement d'un championnat du monde se comptent sur les doigts des 2 mains, je pense à peu près. Sur les doigts d'une main, puisqu'il n'y a eu que Joël Lautier et Christian Bauer. De mémoire. Je crois qu'Étienne Bacrot a participé l'année dernière, il me semble. Il a été éliminé au premier tour. Non. Par un Bulgare, non? Non. Si. oui, tout à fait. Je suis désolé. Par Grégory Gyurgadze, oui, je me rappelle. Donc Étienne Bacrot avait bénéficié d'une wild card, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas qualifié en passant par le tournoi zonal, mais il avait été qualifié directement par la Fédération internationale des échecs en tant que vraiment jeune prodige, puisqu'il avait été le plus jeune grand maître de tous les temps. En tant qu'invité. Et historiquement, on peut parler, on peut remonter un peu dans le temps. Il y a eu dans le temps des joueurs français de renom, et notamment le champion du monde Alekhine dans les années 30, transit de Russie évidemment, Alexandre Alekhine. Mais c'est vrai que les joueurs français qui participent au championnat du monde d'échecs se comptaient avant vraiment sur le doigt, on va dire. Et grâce maintenant à ce résultat de Christian Bauer, ça rajoute une pierre de plus à cet édifice. On a de plus en plus de joueurs français qui arrivent à ce stade de la compétition. On souhaite évidemment une grande chance à Christian Bauer. Il va être l'ambassadeur de la France pour ces championnats du monde qui auront lieu à Las Vegas. On y reviendra en deuxième partie. Alors, pour concrétiser un petit peu, disons, le parcours de Christian Bauer dans ce tournoi, ce parcours est vraiment exceptionnel puisqu'il fait une performance qui le place sur ce tournoi au niveau des tout meilleurs joueurs du monde. On va commenter une de ces parties qu'Éloi m'a recommandé, notamment a recommandé pour l'émission. Il s'agit d'une partie où Christian a fait
preuve d'une grande maîtrise stratégique, notamment consistant un petit peu à casser la structure adverse. Donc on va rentrer un peu plus dans la technique, on va essayer de commenter cette partie et de vous faire vivre un petit peu les moments importants de cette partie. On va essayer donc de vous faire vivre le parcours de Christian Bauer. Donc Efimov, grand maître international, 2530 points Elo. Oui, donc, donc il a la nationalité italienne, mais bon, c'est un émigrant, bien sûr, puisqu'il vient de Russie, comme la plupart des grands maîtres européens. Donc Efimov, oui, je l'ai battu il n'y a pas longtemps, enfin ça c'est petite parenthèse, mais il joue très très bien, vu que 2530, c'est un classement qui le place dans le top 150, on peut dire. Alors si vous voulez suivre cette partie avec nous, donc nous allons démarrer un petit peu l'analyse de cette partie, nous allons faire défiler les coups. Je vous conseille évidemment en bas de la page, vous avez des indications pour télécharger donc un logiciel qui vous permettra de télécharger le fichier de la partie et vous pourrez suivre les coups sur ce logiciel et vous pourrez suivre donc l'évolution de la partie et j'espère grâce à nos commentaires comprendre un petit peu mieux la grande maîtrise de Christian Bauer qui là donc joue avec les Noirs contre un grand maître international de très fort niveau dans ce tournoi donc qualificatif au championnat du monde, donc une partie cruciale. Efimov a les blancs et démarre l'ouverture par un D4. Donc auparavant vous aurez téléchargé ce logiciel, donc je vous resitue en bas de la page évidemment. Vous téléchargez ce logiciel et vous chargez la partie et vous pouvez suivre la partie sur ce logiciel et écouter nos commentaires en même temps. Donc Éloi, peut-être tu vas donc nous commenter la partie. Donc voilà. Efimov démarre avec le pion de la dame. Le pion de la dame, bon, on a le choix entre le pion du roi, qui est le coup principal. Disons, dans plus de 50% des parties, on ouvre par le pion du roi. Ici, bon, il a joué un D4, cavalier F6, cavalier F3, E6. Bon, alors ça, c'est un coup typique de Christian Bauer. E7, E6, enfin bon, disons, c'est une des défenses les plus jouées aux échecs. Christian affectionne bien ce système. Donc on est au deuxième coup. On est au deuxième coup, voilà. Donc là, il prévoit la sortie rapide du fou F8, le fou de case noire, pour un roc rapide. Donc, puisqu'aux échecs, dans l'ouverture, il y a 3 objectifs. Premier objectif, sortir ses pièces. Deuxième objectif, prendre le centre. Troisième objectif, mettre le roi à l'abri. C'est par le roc. Donc ici, il fait en 3 coups ces 3 objectifs. Voilà, alors nous continuons. E3, un coup pas très ambitieux, puisqu'il ferme la diagonale du fou C1, donc le fou blanc de case noire, avant de l'avoir sorti. Donc le fou va être un peu emmuré par ses propres pions, comme on le verra par la suite. Donc le fou blanc qui est à côté de la dame actuellement est bloqué par ses propres pions. Voilà. Donc les blancs vont devoir trouver une solution pour lui donner de l'air, puisqu'aux échecs, on va essayer évidemment que toutes les pièces contrôlent un maximum de cases. Hein. Donc pour l'instant, c'est une petite concession que font les blancs, mais évidemment, c'est quelque chose qui est quand même, c'est une ouverture qui est connue. C'est Il y planifié. a des idées cachées derrière ceci. Voilà. Alors nous déroulons un petit peu la partie. Donc B6, là, Christian va mettre son fou ce qu'on appelle en fianchetto, c'est-à-dire en B7. Donc il avance le pion pour sortir le fou sur la case libérée. Voilà, donc nous continuons, fou D3, les blancs développent leurs pièces. Un coup normal de développement, les noirs pareil, sortent leur fou, voilà. Contrôlent une grande diagonale. Alors là donc Efimov vient de faire ce qu'on appelle le petit roc. Oui. Donc Éloi, il vient de mettre son roi à l'abri. Voilà, tout à fait. Donc Christian Bauer continue également son développement. Donc bon, pour l'instant, pas grand-chose à dire puisque c'est la phase de l'ouverture, qui n'est quand même pas la phase la plus passionnante dans une partie d'échecs. En général, les joueurs se contentent de répéter des coups qu'ils connaissent déjà, des plans qu'ils ont établis à la maison, ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas là qu'il y a tout le piment du jeu, et c'est vraiment pas là qu'on prend le plus de plaisir à jouer une partie d'échecs. Par contre, on peut parler peut-être de lutte psychologique dans l'ouverture, puisqu'en général, on essaie d'amener l'adversaire sur des ouvertures ou des positions qu'il n'aime pas trop. Oui, et éventuellement, en plus, d'amener la partie sur une position qu'on a envie de jouer. Oui. Mais bon, ça c'est... donc on ne va pas non plus... on va pas parler de tous les échecs en une partie, donc on va passer l'ouverture. Voilà, donc Christian prend le centre, ce qui est donc un des principes de l'ouverture. B3, donc là voilà, le fameux fou qui était enfermé en C1, ici, va sortir, donc puisqu'il ne peut plus sortir par là, il va sortir par là. Donc le fou s'apprête à aller en B2. Donc il sort à gauche au lieu de sortir à droite. Voilà. Donc Christian met son roi à l'abri, le fou vient en B2. Bon, pour l'instant, aucun échange de pions, aucun échange de pièces. Oui. Ça reste... La position est pratiquement symétrique, on peut remarquer pour l'instant. Donc là, on en est au 8e coup fou B2. La position est totalement symétrique, sauf que les blancs ont déjà sorti leur cavalier dame. Donc vous pouvez remarquer que le cavalier dame est sorti de B1 à D2. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque Christian va maintenant
montrer que c'est une imprécision en sortant lui son cavalier sur une autre case. Donc on regarde, il joue C5. Donc il attaque le centre. Il commence à attaquer le centre. Donc Yefimov joue un coup d'attaque, cavalier sur case centrale. Donc il centralise une pièce, il a mis au centre, puisque une pièce au centre contrôle des cases plus dangereuses pour l'adversaire. Voilà, pour schématiser, on peut dire que la pièce, quand elle vient sur une case centrale, a une énergie potentielle supérieure. Donc pour ceux qui ont fait de la physique, voilà. Donc n'oubliez pas, premier conseil de Éloi Rolange, mettez vos pièces au centre. Voilà, elles prennent de la force. Et donc là, Christian va démontrer, enfin pas encore, disons, il va tenter de mettre son cavalier sur un chemin différent de celui qu'a employé le grand maître Yefimov. Il met le cavalier en C6. Donc, à mon avis, c'est une meilleure case que D2. Donc nous allons voir la suite de la partie. Alors ici, les blancs sont devant un problème. Ils ne savent plus en fait comment améliorer leur position. Maintenant qu'ils ont sorti toutes les pièces, ils ne savent plus trop quoi faire. Alors ici, il va montrer un peu quelle était vraiment son idée en fait par ce troisième coup un peu restreint, un peu petit, de fermer la diagonale du fou, le pion E3 dès le troisième coup. Ici, Yefimov va montrer qu'il avait vu quand même plus loin, il avait bien anticipé et il joue F4. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'attaque de Pillsbury, qui date du XVIIIe siècle. Donc c'est un système quand même bien connu. Les blancs projettent de passer la tour ici. Donc sur la case F3. Sur la case F3, puis d'avancer la tour qui est près du roi, donc de 3 cases en avant, et éventuellement donc de la déplacer. De la déplacer soit en G3, soit en H3. Et pour viser donc le roi de Christian. Voilà, donc une menace en quelques coups qui peut être désagréable pour les noirs. Tout à fait, alors d'autant plus que toutes les pièces blanches ont été placées dans ce sens-là. Donc si vous avez bien la position sur votre écran, après 10 F4, ici les blancs ont leur fou, le fou B2 qui est prêt à taper sur le roi. Donc le fou de case noire, qui vise indirectement, il y a encore des pièces qui gênent mais elles peuvent très vite disparaître, qui visent donc la case G7 près du roi. Le fou D3 qui lui vise la case H7. Donc on a parlé des cases noires, maintenant les cases blanches aussi sont contrôlées et effectivement la case H7 près du roi peut être une case faible. Oui, tout à fait. Donc tout ça aidé par la tour, puis par la dame D1 qui est prête à arriver à l'action, soit par F3, soit G4, soit H5 une fois que le cavalier F6 aura été dévié. Donc toutes les pièces blanches sont vraiment prêtes à entrer dans l'attaque. Donc ça peut être très dangereux pour Christian. Voilà, donc l'attaque Pillsbury qui a déjà maté plus d'une fois. Alors là, ça va être surprenant de voir avec quel sang-froid Christian va résister. Donc il joue tour C8, un coup qui n'a l'air de rien. Donc un coup qui contrôle une colonne qui à tout moment peut s'ouvrir, c'est-à-dire que les noirs peuvent échanger par exemple au centre et la tour tout de suite aurait devant elle une grande colonne pour une action qui peut s'avérer décisive plus tard dans la partie. Oui. Donc il place une tour sur une position qui est plus active a priori que sa case de départ. Mais pour l'instant, il ne s'occupe absolument pas de la défense de son roi. Donc les blancs prennent une petite précaution, jouent le pion de A2 en A3 pour empêcher le cavalier noir en C6 de surgir en B4 où il viendrait prendre le fou D3. Le fou D3 qui est la meilleure pièce d'attaque blanche puisque donc, vous voyez, il contrôle toutes les cases et donc surtout la case H7 qui est donc la case clé du roi ennemi. Alors donc A3, un coup calme. Christian A6, toujours calme. Donc là, Yefimov va se lancer à l'attaque. Donc là, Yefimov fait le plan qu'on vient de dicter. Tu peux jouer le voilà. coup Éloi. Donc tour F3. Au 12e coup, tour F3. Et ça y est, la menace maintenant blanche est de placer cette tour en G3 ou H3, donc à la droite, de façon à viser le roi adverse avec des menaces de sacrifice éventuels contre le roi et d'essayer de le mater le plus rapidement possible, puisqu'on rappelle évidemment le but aux échecs, c'est de mettre le roi adverse échec et mat, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus partir et qu'il soit lui-même en échec. Tout à fait. Donc là, les blancs visent absolument à ce résultat le plus vite possible en fait. Oui. Donc là, G6, un coup de défense, une réaction anticipée. Christian donc prévoit ce qui risque d'arriver et donc ferme la diagonale du fou D3 que l'on a mentionné comme étant la pièce blanche la plus active. Donc on voit maintenant que le fou tape vraiment sur un mur en béton, c'est-à-dire le pion G6. Vous avez la position après donc 12 G6 des noirs. Le pion G6 est défendu par le pion F7, par le pion H7 et donc il est totalement inconcevable pour les blancs disons pour l'instant, de prendre en G6. Mais par contre, on peut envisager ce qu'on appelle aux échecs des sacrifices, c'est-à-dire pourquoi pas, pour les blancs, de mettre la tour en G3 et puis de sacrifier évidemment la pièce en G6, par exemple le cavalier,
Et si les noirs reprennent, resacrifier une pièce, par exemple le fou, pour pouvoir après faire tour prend, échec au roi, et ça pourrait éventuellement être dangereux. Oui. Évidemment, il ne faut pas se tromper parce que sinon on n'a plus de matériel. Tout à fait. C'est vraiment à double tranchant, hein. Les sacrifices aux échecs, c'est un des grands thèmes. Mais en tout cas, les noirs doivent faire attention à toutes ces possibilités et essayer de développer eux-mêmes leur initiative, leur attaque, tout en faisant attention à ne pas oublier que leur roi est sous le feu des pièces ennemies. Oui. Donc ici, les blancs, quand même, s'aperçoivent que ça va être dur de passer après ce coup de défense G7, G6. Donc les blancs jouent Dame 2. Alors donc ce coup, donc vous voyez 13 Dame 2, attaque le pion A6. La Dame 2 et le fou D3 visent le pion A6. Donc là, les blancs menacent tout simplement fou prend pion A6, les noirs reprendraient du fou et dame prend fou qui gagne un pion. Voilà. Donc peut-être les noirs ont intérêt évidemment à essayer de parer cette menace. Bien entendu, à ce niveau-là, on peut dire qu'un pion de plus sans compensation vraiment réelle et claire, ça signifie vraiment la perte de la partie. Hein. Voilà, si les noirs donnent ce pion, ils n'ont pas vraiment d'attaque pour compenser ce pion, donc ils risquent de perdre la partie. Oui. Plus tard, après beaucoup d'échanges, les blancs pourraient faire une dame par exemple avec leur pion de plus et puis arriver à mater le roi adverse. Donc évidemment, il ne faut pas donner des pions comme ça sans l'avoir bien jugé. Donc tout simplement B5, la bonne défense. Alors ce coup crée une menace d'enfermement. Donc si vous voyez la position, les noirs menacent C5, C4 et le fou D3, toujours ce fou D3 vraiment qui pose des problèmes aux blancs, serait enfermé donc par le pion G6 d'un côté et le pion C4 de l'autre qui donc très rapidement pour montrer effectivement la menace des noirs. Les noirs pousseraient le pion de C5 en C4 attaquant le fou. Les blancs pourraient prendre avec le pion B3 ce premier pion, mais les noirs reprendraient avec le pion B5 et le fou n'a plus de case, il est obligé par exemple de se sacrifier contre le pion et les noirs gagnent un fou contre deux pions. D'accord, donc là on va passer, les coups suivants sont forcés, pion prend C5 parant la menace et ouvrant au passage la diagonale du fou B2. Voilà, maintenant le fou donc de case noire des blancs, maintenant que les blancs viennent donc d'échanger en C5, se réveille et tout de suite la diagonale vers le roi noir menace d'être très dangereuse et de créer des menaces près du roi noir. Donc il faudra que les noirs fassent attention. Fou prend C5, la reprise normale. Et là, tour H3. Alors, tour H3, donc les blancs continuent à attaquer, mais on peut noter quand même que Christian, avec ce coup fou prend C5, lui aussi commence à créer des menaces sur le roi blanc, puisqu'on voit que le pion que le fou attaque ne peut plus bouger, parce que s'il bougeait, le fou C5 mettrait en échec le roi blanc. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle le clouage. Le clouage. Donc ce pion E3 est cloué, ne peut pas bouger. Pour l'instant, il est tenu en respect par le fou C5. Oui. Alors donc, on peut revenir un petit peu sur l'échange D4 prend C5. Donc c'est un peu à double tranchant également, une fois de plus, puisque donc d'un côté, ça ouvre la diagonale du fou blanc en B2, mais de l'autre côté, on perd ce qu'on appelle un pion central. Alors les pions centrales, c'est très important. En fait, ça détermine un peu toute la lutte dans une partie d'échecs. Le joueur qui a le plus de pions centraux possède l'avantage. C'est un peu ce qu'on disait dans les principes d'ouverture, prendre le centre. Alors ici, on a échangé un pion de la colonne D contre un pion de la colonne C. Donc les noirs ont fait une bonne affaire sur le plan positionnel. Alors maintenant, est-ce que l'attaque va compenser cet affaiblissement positionnel? C'est ce qu'on va voir, puisque ça a ouvert le fou B2 et la tour est déjà en jeu. Alors on peut noter aussi, peut-être plus tard, que effectivement les blancs ont réussi à ouvrir la diagonale de leur fou noir, mais donc du coup les noirs eux-mêmes ont une diagonale qui va vers le roi blanc avec le fou en C5, qui attaque indirectement le roi en G1, et peut-être aussi maintenant le fou B7. Dès que le pion noir D5 pourra jouer en D4 par exemple, tout de suite attaque une case qui est proche du roi blanc aussi. Oui. Donc on a l'impression que les deux camps attaquent chacun le roi ennemi. Donc ça devient une position à double tranchant. Ça commence à chauffer. Et là donc Christian joue un bon coup. Cavalier prend cavalier, allégeant la tension centrale, éliminant la meilleure pièce blanche qui était ce cavalier fort en E5. Et là donc assez surprenant, Efimov reprend avec le pion. En fait c'est encore à double tranchant, c'est encore un coup à double tranchant, puisque il aurait très bien pu reprendre avec le fou. À ce moment-là, il n'aurait pas ouvert la colonne. On revient en arrière peut-être sur le coup. Donc juste avant, donc, les noirs viennent de prendre en 5. Donc vous pouvez, avec votre logiciel, vous pouvez revenir en arrière. Hein. Donc nous sommes au coup numéro 15 et les noirs viennent de jouer cavalier prend cavalier E5. Les blancs ont deux possibilités pour reprendre. Soit ils reprennent avec le fou qui est en B2, ils reprennent en E5, soit avec le pion. Donc c'est un choix à faire. Le problème en général, c'est quand on prend avec des pions, c'est qu'un pion a une mobilité restreinte. Donc une fois qu'il est placé sur une case, il ne peut plus trop bouger. Oui. Par contre, si on prend avec une pièce, on garde la possibilité au pion de jouer
sur d'autres cases. Alors, donc surtout, ce qu'il faut noter, c'est qu'une fois qu'on a repris avec le pion, donc vous pouvez jouer le 16e coup, F prend E5. Donc 16e coup, les blancs prennent le cavalier en E5. Alors ici, ça fait un gros problème de structure de pion, puisqu'on a deux pions doublés, donc c'est-à-dire qu'ils sont sur la même colonne, ce qu'on appelle les pions doublés. Et en plus d'être doublés, ce qui n'est déjà pas un avantage, ils sont isolés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion à côté pour les défendre. Donc ces pions qui sont en E5 et E3 sont potentiellement des faiblesses pour les blancs puisqu'ils vont avoir du mal à les protéger. Parce qu'en général, on protège facilement une pièce ou un pion par un autre pion. Oui. Parce que c'est un matériel qui ne coûte pas trop cher. Voilà. Mais là, ces pions-là n'ont pas de possibilité d'être soutenus par d'autres pions. Donc ça devient ce qu'on appelle aux échecs des faiblesses. C'est-à-dire des cibles possibles pour les noirs qui, eux, n'ont pas de faiblesse. Vous noterez que tous les pions noirs ou toutes les pièces noires sont toutes bien protégées. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'un grand maître du niveau d'Efimov a-t-il choisi de reprendre avec le pion F? On est quand même en droit de se poser la question puisque ça a l'air vraiment d'une aberration sur le plan positionnel. Alors, qu'espérait-il en choisissant cette option? C'est très simple. Il a ouvert la colonne F vers le roi de Christian. Ah voilà, donc la colonne F, donc la case juste à gauche du roi blanc, hein, en montant, qui évidemment, si on mettait une tour par exemple sur cette case, et on voit qu'on a une tour disponible sur la case A1, oui. On aurait tout de suite une grande colonne ouverte qui permettrait de taper proche du roi noir. Donc l'idée de ce coup F prend E5 est peut-être donc effectivement d'ouvrir la colonne une colonne et d'avoir une possibilité supplémentaire d'attaquer le roi noir. Voilà. Par contre, puisqu'on en a parlé, le fou blanc du coup, le fou qui était en B2, maintenant n'a plus d'action. Il est bloqué par son propre pion. Oui, mais alors donc ici, ce qu'il faut voir, c'est que dans un avenir assez proche, les noirs devraient vraisemblablement être obligés de pousser leur pion F7, puisque ce pion quand même bloque un peu la sortie du roi, il limite vraiment, disons, la mobilité du camp noir. Avec un pion en F7, on a du mal à passer d'un côté soit à gauche, soit à droite. Donc quand le pion n'est pas là, une tour en C7 pourrait venir défendre. Ici, avec le pion, elle ne peut pas. Donc je pense que ce pion sera amené normalement à bouger, et à ce moment-là, on fera la prise soit normale, soit prise en passant, et le fou ressurgira. Ah ouais, reprendrait donc de la force. Reprendrait de la force. Donc on peut continuer la partie. Alors oui. Maintenant, évidemment, Christian, son cavalier en F6 qui est attaqué par le pion, il faut qu'il réagisse tout de suite. Donc il le met en E4, bien entendu, pour limiter la force. Voilà. Encore une fois, le centre. Le centre, toujours les pièces au centre. Donc voilà, nous passons, fou D4, un coup solide. Donc là, si Christian, donc regardez bien la position après le 17e coup blanc, fou D4, il invite un peu les noirs à faire une faute positionnelle. Si Christian avait décidé de jouer fou prend fou pour échanger des pièces, le pion E3 viendrait reprendre le fou D4, et à ce moment-là, les pions qui étaient doublés se remettraient dans une position où ils cèdent les uns les autres. Où ils cèdent mutuellement. Et donc, ça serait vraiment une bonne opération pour Yefimov. Alors bien entendu. Et en plus, le fou noir en B7 serait totalement bloqué par son pion et n'aurait plus de possibilité éventuellement de jouer. Oui, le fou serait emmuré par ses propres armées. Donc attention, les noirs, surtout ne pas prendre le fou en D4. Voilà. Donc on va peut-être maintenant F5. jouer les coups. Donc c'est ce que tu disais, Éloi, les noirs sont obligés de se donner de l'air un petit peu pour éviter que leur roi soit lui-même enfermé. Oui. Donc ils essaient de se donner un peu d'air. Donc on notera maintenant qu'après la prise en passant, le fou peut être échangé, donc n'est plus un argument d'attaque déterminant, au cas où. Donc les blancs ne prennent pas, voilà. Ils choisissent de mettre leur cavalier en F3, peut-être on peut passer ces quelques coups. Dame E7, donc là c'est des coups vraiment, c'est une séquence en fait qui n'a que peu d'intérêt. On remarque quand même que Christian crée une menace sur le pion A3. Ah oui, fou prend A3. Un peu comme l'avait fait Efimov, donc la position symétrique. Si le pion est protégé par la tour, donc si fou prend A3, tour prend A3, dame prend A3, et ça, donc c'est pas possible de reprendre le fou. Donc les noirs menacent de gagner un pion. Voilà. Donc A4, pion prend A4, pion prend A4. Donc sur tour prend A4, il y avait un problème. Regardez la position après 19, B prend A4, 19e coup noir, B prend A4. Et envisagez maintenant tour prend A4. Il suivrait fou prend fou D4, ah oui. Pion prend fou D4, oui. Et cavalier C3, fourchette. Fourchette, jargon échiquéen. On éliminerait le défenseur de la case C3 voilà. En faisant fou prend fou, puisque le fou contrôle la case C3. Pion prend ou cavalier prend pour les blancs. Oui. Et ensuite cavalier en C3 attaque la dame. Et la tour. Donc la dame serait obligée de jouer et ensuite on fait cavalier prend tour. Donc la tour ne peut pas prendre en A4. Voilà, donc B prend A4. C'est un petit piège de notre ami Christian. Et alors donc ici, la position mérite une photo au niveau positionnel, au niveau structure de pion. Après 20 B prend A4, si vous regardez les pions blancs,
il y a le pion A4 qui est tout seul, le pion C2 qui est tout seul, le pion E3 qui est tout seul, le pion E5 qui est tout seul. Ça fait 4 faiblesses. Alors que les noirs ont une belle chaîne de pions, tous les pions se tenant mutuellement. Il n'y a que le pion A6 qui est isolé, mais ça fait une faiblesse contre 4. Donc on peut dire que stratégiquement, Christian a déjà gagné la partie. Et maintenant, on va voir avec quelle technique il arrive à conclure. Alors, attention, puisque les blancs menacent, fou prend pion A6, puisque la dame protège, puisqu'en faisant B prend A4, les noirs ont libéré la puissance du fou blanc. Donc première menace apparaît. Donc A5, facile. Bien joué de la part de Christian. Donc fou prend C5, tour prend C5 et cavalier D4. Donc là, par cette séquence du 20e au 22e coup, les blancs ont changé leur bloqueur. C'est-à-dire que le fou qui bloquait en D4 a été remplacé par le cavalier qui bloque maintenant. Donc les noirs jouent. Alors voilà, ici, Christian commence une manœuvre superbe. Son cavalier en E4, qui est une pièce centralisée, qui donc ne devrait pas changer de place en principe. Il va le replacer, puisque c'est en fait la seule pièce qui est capable d'aller manger le pion E5. Alors, il faut bien suivre le chemin de ce cavalier maintenant, ça va être assez amusant. Cavalier G5. Donc là, on assiste à une manœuvre de cavalier qu'on peut qualifier d'historique d'ailleurs, puisque Christian s'est qualifié pour le championnat du monde. Et c'est une grande manœuvre de cavalier, une de celles qu'on a déjà vu jouer par Karpov par exemple, qui est un maître dans le maniement des cavaliers. Et là, Christian va nous faire un ballet de cavalier remarquable. Il n'y en a plus qu'un, mais il va faire un ballet remarquable quand même. Tour G3, cavalier F7. Voilà, le cavalier se replace pour attaquer le pion. Donc le pion E5 maintenant est cavalier. Donc la manœuvre de ce cavalier consistait à attaquer, ce qu'on disait tout à l'heure, la faiblesse, ce pion E5. Maintenant, comment les blancs vont protéger ce pion? Voilà, donc c'est a priori, plutôt que de se borner à une défense dure et longue, après cavalier F3, sur quoi les noirs suivraient par dame C7, donc la position après 23 cavalier F7, coup des noirs, Yefimov se décide à échanger en fait le pion E5 central contre le pion A5. Donc il joue cavalier B3, ne se contentant pas de défendre, mais allant à la contre-attaque. Donc attaque la tour. Évidemment, une tour est plus forte qu'un cavalier, donc les noirs n'ont pas intérêt évidemment à laisser cette tour sous la prise du cavalier. Donc ils retirent leur tour, mais du coup le pion A5 est perdu. Voilà, tour C7, cavalier prend A5. Donc le fou est plus fort qu'un cavalier. Donc Christian retire son fou. On notera qu'il prend vraiment son temps pour aller chercher le pion E5. Le pion E5 ne va pas s'envoler. Il ne peut pas être défendu, il ne va pas partir, il ne va pas s'échapper. Christian le prend quand il veut. Donc d'abord fou A8 et après on va prendre le pion. Cavalier B3, Yefimov replace ses pièces. Cavalier prend E5, ça y est, on a pris le pion. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La position est critique. Comment va se dérouler cette partie? Les blancs ont toujours des faiblesses. Mais maintenant… Donc 3 pions isolés, hein, A4, C2 et E3. Oui. Alors que les noirs ont une superbe structure de pions unique. Et surtout, 3 pions quasiment qui sont centraux contre un seul pour les blancs. Donc une menace d'avalanche de pions, quand ces pions vont bouger, ils vont créer des menaces terribles vers le centre et arriver peut-être très vite à faire dame. En tout cas, c'est une menace forte, potentielle, mais qui va très vite se mettre en marche. Oui. Donc Christian va faire valoir ce que Nimzowitsch appelait déjà au 19e siècle la marée de pions, quand même. Donc la marée de pions, ici, les pions vont se mettre en avant, vont aller vers l'avant et vont complètement déchiqueter les pièces blanches, puisque on rappelle donc quand même qu'un pion vaut 1 point et chaque pièce vaut soit 3 points pour le fou, 3 points pour le cavalier, 5 points pour la tour. Donc quand un pion attaque une pièce, la pièce est obligée de reculer. Si on a encore un autre pion pour aller attaquer une nouvelle fois une nouvelle pièce, la pièce va encore reculer et les pions vont avancer indéfiniment avec simplement ce chantage au point, puisqu'un pion vaut 1 point et la pièce vaut 3 points. Voilà. Donc là, quelques coups, une rafale de coups qu'on va peut-être aller rapidement, puisque donc les blancs poussent leurs pions passer, les noirs sortent le cavalier qui empêche les pions de bouger. Voilà, tour F3. Donc les blancs se rendent compte que leur attaque, elle n'a plus lieu d'être, donc ils essaient de rapatrier un petit peu leur tour. Cavalier D6, bien joué. On met le cavalier derrière les pions, les pièces derrière les pions, et maintenant, ça va avancer. On va pousser les pions maintenant. Donc Yefimov se replace tant bien que mal. Son attaque est un fiasco total, la tour revient aussi vite qu'elle peut. Une manœuvre de tour qui a consisté à bouger la tour en F3 puis en F1 pour essayer de rapatrier ses pièces, puisque sa tour en G3 n'avait plus d'action valable, puisque le roi noir est suffisamment bien défendu. Donc ça y est, on envoie les pions. Et ça y est, la grosse menace tout de suite. 29e coup noir, les noirs jouent E5, et donc on voit vraiment que là, les pions commencent à avancer. Tour A2, Yefimov toujours en quête de plan. Sa position est vraiment un fiasco positionnel. C'est un coup, on se demande quelle est l'idée de ce coup-là. Oui, à mon avis, il était déjà désespéré dans cette position. Dame G5. Le problème aussi aux échecs, c'est de savoir trouver des idées.
Et là, Efimov s'est mis dans une situation où, avec ses faiblesses, il n'est plus qu'en position en fait, d'attente des idées de l'adversaire. Oui, c'est un petit peu ça en fait. Donc il ne sait pas trop quoi faire en fait. Oui, donc ce qu'on pourrait dire en fait, c'est un peu une notion de jeu statique et jeu dynamique. Donc ici, les noirs ont gagné la partie si la partie venait à se poursuivre sur le long terme. C'est-à-dire ce qui va se passer en fait. Les blancs manquent d'arguments positionnels. Donc plus la partie se prolonge, plus les noirs ont des chances de gagner. Alors normalement, les blancs devraient donner le tout pour le tout. Devraient tenter une attaque surprise, une attaque éclair, quelque chose de vraiment d'immédiat, de ponctuel. Mais ici, c'est vraiment pas possible. Donc en principe, l'issue du combat ne fait plus vraiment de doute. La partie devrait se prolonger à l'avantage du jeu positionnel, c'est-à-dire Christian. Donc là, ce qu'on va voir maintenant, il y a une petite rafale de coups aussi, puisque donc les blancs en fait ne font qu'attendre, grosso modo, ce que les noirs vont faire. Et les noirs en fait s'activent pour essayer d'activer toutes leurs pièces. On revient. La fou prend C4 est obligatoire, puisque le pion E3 allait tomber sinon. Donc 32 fou prend C4 est un coup forcé. Voilà. D prend C4, surprenant. Enfin surprenant, non. Il fallait faire un choix. Donc vous voyez, mettez la position après 32 blanc fou prend C4. Il faut choisir entre tour C7 prend fou C4 ou pion D5 prend fou C4. Alors pour garder la marée de pions, on est tenté de prendre avec la tour. Mais Christian a vu au-delà. Il a vu en fait qu'il valait mieux ouvrir la diagonale du fou. Le fou, donc, est un A8 qui dormait depuis un petit peu le début de la partie, va enfin se réveiller avec une action énorme, puisque de A8, il va contrôler des cases tout près du roi blanc, notamment la case G2, créant avec la dame G5 une batterie qui menace tout simplement, si la dame blanche par exemple était en C1, une fois que les noirs ont pris, menace dame prend G2, échec et mat. Donc il y a des menaces qui commencent à avoir le jour si le fou blanc est libéré de son action, ce que fait donc Christian. Il libère donc l'action de son fou pour créer des menaces contre le roi blanc. Voilà. Puis on prend donc C4 et attaque menace le cavalier B3. Le cavalier en B3. Le cavalier se retire. Donc tour D8. Un bon coup. Attaque la dame D2. Donc là, la dame ne peut pas aller n'importe où puisque la menace. Voilà, tout à fait. Comme tu l'as signalé tout à l'heure, la dame est obligée de rester à la défense du pion G2, sous peine de mat. Et là, donc tour C D7. Voilà, le drame se noue. Alors la menace est énorme ici, peut-être Éloi rapidement. Donc la menace, bien entendu, c'est de mettre une tour sur la deuxième rangée. Principe connu encore depuis Nimzowitsch, le 19e siècle. Donc les bases des échecs datent vraiment d'un certain bout de temps. Une tour sur la deuxième rangée est un élément déterminant. Pratiquement dans chaque position, dans chaque finale où vous pouvez mettre une tour sur la deuxième rangée ou sur la septième rangée, vous avez en tous les cas gagné la partie pratiquement dans tous les cas. Donc la grosse menace des noirs, par exemple si c'est aux noirs de jouer, imaginons que les blancs jouent un coup comme A6 par exemple, poussent leur pion, tour en D2, attaque la dame, évidemment la dame ne peut pas prendre puisque sinon c'est l'autre tour qui remplace et on a gagné une dame. La dame est obligée de jouer, mais du coup on a la tour, la dame et le fou qui attaquent en G2. Et on peut dire que c'est un échec et mat rapide. Tout de suite après, en deux coups peut-être, il y a échec et mat qui va survenir. Donc il faut absolument parer cette menace de tour en D2. Donc 35 C3, alors, C3 bien joué de la part d'Efimov, enfin pas bien joué, disons coup élémentaire, seul coup. La tour en A2 du coup protège maintenant la case C2. Donc l'idée de ce coup C3 est simplement de libérer l'action de la tour en A2 qui contrôle cette case D2. Maintenant si tour en D2 pour les noirs, tour prend, dame prend, les blancs gagnent une tour. Donc évidemment, le coup n'est plus possible. Alors donc ici, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le jeu statique et le jeu dynamique. Les noirs ont toujours gagné la partie sur le plan positionnel, donc ils ne vont pas se presser, ils vont simplement améliorer leur dernière pièce qu'ils peuvent encore améliorer, le roi. Roi G7. Alors on peut noter aussi, après ce coup roi G7, que les blancs ont leurs pièces qui ne sont pas très bien coordonnées, puisque les tours noires, elles se protègent l'une l'autre, ce qui n'est pas le cas des tours blanches. Le fou en A8 est très bien positionné, puisqu'il n'est pas attaquable, et il attaque de très loin le pion G2. Les blancs n'ont que des pièces en défense et surtout ce cavalier en C1 n'a pas de case. Il est muselé. En B3 puisque le pion en C4 l'empêche. En D3 c'est la même chose et même les tours attaquent aussi. Et en E2 la dame blanche contrôle, est mal placée. Donc ce cavalier n'a pas de case. Voilà, donc là les blancs gigotent. 36 H3. Les noirs améliorent leurs pièces toujours. H5. Tour B2, les blancs ne savent pas quoi faire. H4. Donc là c'est vraiment la phase finale en fait, disons. C'est la conclusion. Les noirs essaient d'enfermer totalement les blancs. Donc A6, maintenant fou E4, on améliore encore le fou. Donc toutes les pièces noires sont arrivées sur leur case vraiment les meilleures. Tour E1. Dame G3, on pouvait encore améliorer la dame. Donc j'ai dit une erreur. Alors maintenant, voilà, les blancs qui ont joué leur tour essaient de faire activer leur cavalier qui ne jouait pas, mais ils s'éloignent du lieu un peu des événements. Et là, superbe coup de voilà, Christian. Alors mettez la position du 40e coup sur votre logiciel. Après 40 cavaliers A2.
les noirs jouent et gagnent, donc petite combinaison que vous devriez pouvoir trouver. Je vais compter jusqu'à 5. Donc voilà, ça fait 5. C'est donc pas tout à fait évident, Éloi, quand même, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc fou prend G2. Fou prend G2. Alors que se passe-t-il? Si la dame vient reprendre le fou, elle laisserait la tour E1 sans protection, et donc il y aurait un châtiment rapide. Dame Oui. prend tour, échec, Tout simplement. gagnant donc une tour et un pion contre un fou. Donc ça fait donc une tour plus un pion, ça fait 6, un fou vaut 3, on gagne 3 points, et comme à partir de 1,5 point, ça suffit pour gagner la partie, Ça fait beaucoup de matériel. Le Surtout calcul que est vite fait. l'attaque continuerait puisque les tours noires pourraient ensuite pénétrer dans le camp et Oui. faire un mat rapide sur le roi adverse. Donc non seulement c'est comptablement parlant en termes de points c'est pas bon, mais l'attaque continue. l'attaque continue en plus. En fou prend G2, déjà les noirs gagnent au moins un pion et le roi blanc maintenant est complètement à nu. Et privé de tous ses défenseurs. Alors Efimov trouve encore un coup, Dame F2, donc 41, fou F3, échec, Dame prend G3 forcé, le pion H vient prendre. Alors là, on peut se demander pourquoi les blancs abandonnent, mais en fait, donc d'une part, ils ont un point de moins, et le deuxième gros problème est qu'ils sont mat en quelques coups par la manœuvre tour D7, D2, donc échange de tour en D2, tour H2 et tour H1 mat, Et on peut pas qui est empêcher complètement imparable. C'est une manœuvre un peu longue mais qui est imparable. Une manœuvre, voilà, donc une manœuvre décisive. Et il y a aussi la menace, peut-être, il y a cette menace, mais il y a aussi peut-être la menace aussi tour D1. Et par exemple, si les blancs prenaient en D1, tour prend tour D1, échec et mat. Oui. Puisque le roi blanc, vous voyez, ne peut pas monter ni en F2, ni en G2, ni en H2. Puisqu'en F2, le pion contrôle, en G2, le fou contrôle, et en H2, le fou contrôle. Donc le roi blanc, en fait, actuellement est emmuré, et la pénétration des tours est décisive. En quelques coups, le grand maître perd la partie. Il a calculé ça, évidemment. Il a tout à fait vu Et donc, qu'il perdait la partie. Il préfère ne pas continuer. Il abandonne, et Christian Bauer marque le point. Oui, tout à fait. Donc une belle prestation du jeune Christian. Donc ce qui est assez amusant en fait, c'est de voir que les blancs qui se sont jetés à l'attaque dès les premiers coups de la partie, finalement ce sont eux qui, en avançant leur pion pour attaquer, ont fini par se faire mater. Donc superbe tournoi de Christian. Là, on a vu évidemment une de ses parties. L'ensemble de ses parties aussi était remarquable. Il n'a pas perdu une seule partie. Il n'a perdu dans tout le aucune tournoi. partie, non? Il a fait quelques parties nulles, mais il n'en a pas perdu une seule. Donc très 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 bon tournoi de Christian Bauer. Donc Christian Bauer qui est qualifié, le seul qualifié français au championnat du monde. Il rejoint les autres qualifiés, donc notamment l'anglais Spielmann, l'anglais aussi Miles, Nijboer, Magem et Renderman à ce championnat du monde. Donc championnat du monde d'échecs qui aura lieu à Las Vegas en juin. En juin. Alors au début, ça devait être en janvier à Las Vegas. Ensuite, il y a eu petit changement de programme. Même décembre, je crois. Décembre, c'était prévu au tout C'était prévu départ en décembre. Oui. Après, il y a eu un changement de programme suite à des embrouilles, des intrigues politico-financières entre Karpov et le président de la Fédération internationale d'échecs. Alors peut-être Éloi, avant de continuer, on va peut-être parler de l'historique de ce nouveau championnat du monde, puisque historiquement donc parlant, le championnat du monde avait lieu sous un principe un petit peu archaïque, qui était de dire le champion du monde en titre attend son challenger. Ce challenger doit se qualifier pour la phase finale. La phase finale consiste en des matchs éliminatoires et le vainqueur de ce cycle, à la fin, rencontrer le champion du monde. Ça, c'est la formule qui existe depuis plus d'un siècle, Oui. où le champion du monde attend son challenger. Et depuis donc l'année dernière, Kirshan Iluminov, nouveau Oui. président de la Fédération internationale, essaie d'instaurer un nouveau système. Et le premier championnat du monde nouvelle formule a eu lieu l'année dernière à Lausanne. à Lausanne en Groningen partie. et Lausanne. pour la Groningen, finale. voilà, Groningen et Lausanne. Et peut-être tu peux nous décrire un petit peu cette nouvelle formule, Éloi, Oui. Donc, du championnat du monde d'échecs. bon, déjà, une petite remarque personnelle, c'est que moi, je préférais l'ancien système. J'aimais bien le système de match qui n'en finissait pas, puisque les matchs duraient jusqu'à 6 mois. Mais bon, ça avait permis d'avoir 13 champions du monde seulement en plus de 100 ans. Donc c'est quand même un gros avantage comparé à la boxe avec plus de 13 champions du monde simultanément en fait. Donc moi j'aimais bien l'ancien système. Alors maintenant, donc, le nouveau système est donc plus axé vers les médias. Donc on s'est mis un peu au goût du jour. C'est-à-dire que c'est à élimination directe. Donc c'est bien. C'est-à-dire que c'est clair. Au début il y a 100 joueurs, ensuite il y en a 50. Après on en réintègre quelques-uns pour arriver à 64. Et, après, donc, Et ensuite, élimination directe pour désigner un finaliste. Non, il n'y a pas de finaliste, deux finalistes qui jouent la finale et donc qui déterminent le champion du monde finalement. Alors ça c'est l'organisation idéale du championnat du monde.
Il se trouve que l'année dernière encore, malgré ce nouveau système qui était donc condensé sur un mois, alors que vous avez sûrement entendu parler des championnats du monde qui ont eu lieu entre Karpov et Kasparov, qui ont duré plusieurs mois, voire 6 mois, je crois, pour le plus long. Là, ce championnat du monde est condensé sur un mois. Mais l'année dernière encore, afin de faire jouer Karpov, qui était le champion en titre, et évidemment, pour instaurer sa nouvelle formule, il a fallu que le président de la FIDE trouve des compromis, et notamment Karpov, cette fois encore, attendait son challenger en finale. Mais le championnat a été écourté, il ne durait plus qu'un mois pour les qualifier, donc le finaliste de l'année dernière qui était Viswanathan Anand. Et le match final s'est joué sur uniquement 6 parties au lieu d'être joué comme avant au meilleur des 24 parties. Donc c'était beaucoup plus court, beaucoup plus spectaculaire, même si les joueurs à la fin étaient très fatigués, c'est beaucoup plus éprouvant physiquement. Donc ça, l'idéal, c'est évidemment d'arriver à un système où il y a le champion du monde qui n'attend plus. Et c'est ce qui devait se passer cette année, avec une avancée dans les dates, puisque ce championnat du monde devait avoir lieu initialement tous les 2 ans, c'était ce qui était annoncé. Et Kirchan Luminov a voulu prendre de court un petit peu Kasparov, qui lui ne participe pas à ce championnat, et qui était en train d'essayer d'instaurer des matchs parallèles. Il a voulu un petit peu accélérer le système pour le faire dès cette année. Mais cette fois, c'est Karpov qui n'était pas content, puisqu'il s'attendait à être champion du monde pour 2 ans au départ. D'où les tractations qui ont eu lieu. Peut-être, alors Éloi, tu connais un peu plus que ce qui a pu se passer. Alors je sais pas très bien, disons, ça me touche pas, ça touche pas à mon quotidien, ce genre d'histoire. Donc je sais que ça devait être au début en janvier ou en décembre à Las Vegas. Ensuite ça a été reporté en mai à Elista. Mais bon, Elista, comme c'est pas forcément très bien vu que ça soit dans le même pays que le président. Alors Elista, bon, c'est donc la capitale de la Kalmoukie, Kalmoukie, petite province russe, pas vraiment une province, c'est une province autonome en fait, un pays un peu particulier. Enfin, peu importe. Donc finalement, on a décidé quand même de le faire à Las Vegas et c'est reporté, je pense, en juillet. Juin-juillet, voilà. Juin-juillet. La dernière date annoncée officiellement parle de ce championnat du monde qui aura lieu à partir, je crois, du 19 juin jusqu'au 20 juillet, approximativement, donc à Las Vegas toujours, ce qui est bien pour les échecs, je pense, parce que Las Vegas est quand même une ville médiatiquement parlant intéressante. Et donc ce championnat du monde devrait avoir lieu avec Karpov, mais sans Kasparov qui refuse toujours de réintégrer ce nouveau système donc, de championnat du monde. Lui, il estime qu'il faut garder l'ancien système et pour cela, il ne veut plus participer à ces championnats du monde. Donc le champion du monde en titre, c'est Anatoly Karpov. Kasparov, lui, ayant le titre de meilleur joueur du monde et de champion du monde de sa fédération, de champion du monde PCA, c'est la fédération qu'il a créée parallèle. Mais c'est quand même le meilleur joueur du monde, et en tout cas estimé comme tel par tous les commentateurs, étant donné qu'il continue à garder le classement numéro 1 au classement donc, de la fédération internationale. Donc, mais ce championnat du monde donc, devra avoir lieu donc, en juin-juillet à Las Vegas. Christian Bauer s'est qualifié. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus peut-être, c'est que Éloi, on a un petit problème par rapport à ce championnat du monde, puisque étant annuel, le premier a eu lieu en décembre, le deuxième en juin. Quand aura lieu le troisième? Oui, enfin le deuxième n'a pas encore eu lieu, donc on se posera la question plus tard. Alors je voudrais quand même revenir sur ce que tu as dit. L'actualité mondiale en ce moment, enfin les meilleurs joueurs du monde. Le meilleur joueur du monde n'est pas forcément Kasparov actuellement. Et ça, tout le monde est en train de le comprendre un petit peu. Viswanathan Anand, donc un classement qui approche celui de Garry Kasparov à quelques points près. Et donc en fait, Garry Kasparov ne maintient son classement que grâce à une aberration du système qui fait que si un joueur ne joue pas, il conserve le même classement. Alors Anand engrange gain après gain dans tous les tournois. Kasparov ne joue pas et conserve son classement. Donc on peut vraiment se demander qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Alors le classement, peut-être, on va parler juste un petit mot, c'est le classement Elo, représente la force de chaque joueur, donc c'est un nombre de points. À titre indicatif, Kasparov a un classement approximatif, je crois, de 2815 points Elo. Et Viswanathan Anand, justement, grâce au tournoi fantastique qu'il a fait cette année, il en a gagné, il les a quasiment tous gagnés d'ailleurs. Oui, 3 de suite. Il en a gagné 3 de suite contre les tout meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire les 5 meilleurs du monde étaient là, hors peut-être Kasparov et Karpov qui ne font pas tous les tournois. Mais devant tous les autres joueurs, il a terminé premier, remportant haut la main à chaque fois ses prestations. Et Viswanathan Anand approche des 2800 points Elo, et je crois même peut-être son prochain classement dépassera 2800 points Elo, donc il est tout près de Kasparov. Lui, en jouant tous les tournois, Kasparov n'ayant joué son dernier tournoi qu'il y a au moins 6 mois, je crois, même si depuis il a fait des matchs, mais plutôt des exhibitions que des matchs officiels. Tout à fait. Bien, je pense qu'on peut donc enchaîner sur la troisième partie de cette émission, donc l'actualité française. Donc on va parler des deux tournois qui ont cours en ce moment, le tournoi de Grand Maître de Belfort et le tournoi de Grand Maître de Clichy.
Donc tournoi de grand maître de Clichy, on en a un peu parlé en début d'émission. Donc c'est un tournoi de catégorie 7. Alors catégorie 7, ça veut dire 2420, entre 2420 et 2425 de moyenne Elo. C'est pas un très fort tournoi, mais ça réunit quand même plusieurs grands maîtres. Et donc les candidats à la norme sont assez nombreux. Donc une norme, peut-être Éloi, on va en parler. Ce qui intéresse évidemment les joueurs qui n'ont pas le titre soit de maître, soit de grand maître dans ces tournois, c'est d'obtenir une norme. Une norme, c'est donc une performance. Et on dit une norme de maître ou une norme de grand maître. C'est donc un résultat qu'il faut obtenir en fonction du niveau du tournoi. Et il faut en général donc 3 normes, c'est-à-dire réussir 3 performances sur 3 tournois ou 2 à condition qu'un des tournois dépasse, je crois, 15 rondes ou 11 rondes, je ne sais plus, 11 donc parties. Mais en gros, donc 3 normes pour obtenir le titre qui est décerné à vie par la Fédération internationale. Et Éloi, toi, tu as obtenu le titre de grand maître international, et cela d'ailleurs très récemment. Oui, tout à fait. C'était au dernier congrès de la Fédération internationale à Elista. Donc le titre m'a été attribué suite à 3 normes de grand maître. Donc tu ne fais pas ce tournoi pour la norme, évidemment, tu fais ce tournoi pour essayer de gagner les places intéressantes au niveau professionnel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est grand maître, quand même, il y a le classement Elo qui continue soit à augmenter, soit à baisser. Donc là, je fais ce tournoi pour gagner des points Elo et accessoirement pour permettre aux autres joueurs de réaliser une norme de grand maître ou une norme de maître. Alors, grosse surprise dans ce tournoi, c'est le joueur le moins bien classé qui est en tête. Donc c'est l'Allemand qui s'appelle David Gross. Il est en train de dominer le tournoi. Il a 5,5 sur 7. Donc il vient de réaliser une norme de maître, 2 rondes avant la fin du tournoi. Il n'est pas encore maître, donc il a 2340 d'élo. Et donc il peut également réaliser une norme de grand maître s'il fait 1,5 point sur les 2 dernières parties. Donc affaire à suivre pour ce tournoi qui est en fait un petit tournoi de grand maître. Mais c'est assez exceptionnel en France vu qu'il y en a à peu près 3 ou 4 par an. Voilà. Et 3 ou 4, oui, enfin, c'est pas évident des tournois. Donc, ce qu'on appelle tournoi de grand maître, c'est donc un tournoi qu'on appelle fermé, c'est-à-dire que tous les joueurs se rencontrent les uns les autres. Donc là, je crois qu'il y a combien de joueurs sur ce tournoi? 8 10. 10, donc ça fait 9 parties, hein, chaque joueur rencontrant les 9 autres. Donc il faut que pour qu'un tournoi ait le titre s'appelle tournoi de grand maître, en général, c'est un tournoi fermé. Oui. Ne pas confondre les tournois open où là on peut avoir 200, 300, voire 1000 joueurs, ce qui arrive tous les ans par exemple au tournoi d'Aubervilliers qui sont des parties rapides, ou peut-être au championnat de Paris qui est pas loin de ce score. Oui, ils font 800 joueurs régulièrement. Ils font 800 joueurs, donc, mais là tout le monde évidemment ne peut pas rencontrer tout le monde, mais on fait quand même 9 parties. Mais là c'est donc un tournoi fermé où c'est uniquement par invitation qu'on fait ce genre de tournoi. Donc ça, c'était donc le tournoi de Clichy. Évidemment, il y a très peu de tournois de grands maîtres en France. C'est très important pour le niveau général des joueurs. Et il y a un autre tournoi qui est probablement plus fort, je crois. Beaucoup plus fort. Qui est beaucoup plus fort et qui se déroule dans la ville de Belfort, à l'initiative d'un grand monsieur des échecs, puisqu'il a en tout cas organisé énormément de choses, et notamment la Coupe du Monde d'échecs, je crois, en 1988. Oui. Il a fait des tournois de ce niveau-là. Il fait beaucoup pour les échecs. Des petits problèmes avec la fédération, mais bon, ça, on ne va pas rentrer dans les considérations politiques. Mais cette personne-là, c'est Jean-Paul Touzé. Jean-Paul Touzé organise ce tournoi donc, qui s'appelle le Masters Comtois, parce que c'est en Franche-Comté que la ville de Belfort est. C'est soutenu par les instances administratives de la région. Ce tournoi est exceptionnel parce qu'on voit la participation du plus jeune grand maître du monde actuellement, et qui s'appelle Roustam Ponomariov. Ouais. Roustam Ponomariov, alors tu vas nous parler un petit peu Éloi, de ce jeune russe qui n'a pas eu la couverture médiatique qu'a eu Étienne Bacrot, qui lui aussi avait obtenu ce titre de plus jeune grand maître quelques mois avant. Oui. Et Roustam Ponomariov a détrôné, on peut dire, Étienne Bacrot au niveau mondial, au niveau du record du plus jeune grand maître de l'histoire. Et raconte-nous un petit peu l'histoire de ce jeune russe. Finalement, on connaît très peu de choses. Alors donc, la Russie, c'est un énorme réservoir à joueurs. C'est-à-dire des champions, ils en forment depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils sont très très nombreux. C'est pour ça qu'on n'a pas souvent l'occasion de les connaître, puisqu'il y en a un nombre N, indéterminé, complètement indéterminé. Donc le jeune Ponomariov, en fait, a réussi à sortir sa tête du paquet, en fait, et donc en gagnant le tournoi zonal de sa zone en Russie, je ne sais pas quelle zone c'était, il a gagné donc ce tournoi très facilement, il a dominé le tournoi. Ça fait très longtemps qu'on le voit, il a gagné le championnat d'Europe des moins de 18 ans quand il avait 13 ans, c'est inimaginable, c'est une performance historique encore. Là, il va passer au-dessus des 2600 points Elo au prochain classement, tout à fait exceptionnel. Ni Kasparov ni Karpov n'ont réussi à avoir un tel classement à cet âge-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Il se lève à 7h du matin, il fait un jogging, à 8h30 il a commencé à travailler et ses journées durent 12 heures. Il fait 12 heures de travail tous les jours avec des entraîneurs soviétiques comme Mikhail Golubev ou Mark Dvoretsky qui sont vraiment des entraîneurs en fait, de renom et d'exception. Donc tout ce taf, en fait, ce staff plutôt, il l'a eu après coup, disons, après avoir commencé à rentrer dans le Gotha échiquier. Donc vraiment un joueur exceptionnel. Il est deuxième du tournoi actuellement à Belfort après 4 rondes. Il a 3 points sur 4, ce qui est tout à fait bien dans un tournoi où la moyenne Elo est de 2570 à peu près. Vraiment exceptionnel. Donc, et je crois qu'il a très bien démarré ce tournoi, puisque actuellement je crois qu'on a des informations, puisque Gurevich mène le tournoi avec 3,5 points sur 4, mais Ponomaryov suit avec 3 points sur 4. 3 points sur 4. On peut noter également la performance du plus fort maître français, Arnaud Hochard. Alors, ce n'est pas le plus fort joueur français, c'est le plus fort maître, puisqu'il n'est pas encore grand maître, mais il a largement le niveau. Il va avoir 2540 points Elo au prochain classement. Et donc, il a 2,5 points sur 4. Il est donc en course pour la norme de grand maître, qui dans ce tournoi est à 5 points sur 9. Voilà, donc bonne chance à Arnaud. J'espère qu'il va bien finir ce tournoi. Il est bien parti. Alors, je crois qu'on peut noter quelque chose, encore une fois, les échecs se jouent sur l'échiquier, mais aussi en dehors de l'échiquier. On peut noter quelque chose d'amusant puisque Étienne Bacrot était invité à ce tournoi où donc le jeune russe Ponomaryov est en train de faire de très bons résultats. Étienne Bacrot était invité à ce tournoi par Jean-Paul Touzé et je crois qu'il a refusé finalement de venir. Alors quelle est la raison? Pourquoi a-t-il refusé de venir? Peut-être Éloi, tu as une idée peut-être? C'est pour des raisons plus ou moins financières. Il faut dire que donc, Étienne Bacrot a une carrière à gérer. Donc, il a des sponsors qui ne lui permettent pas forcément de jouer les tournois qu'il a envie. Il est tenu par des contraintes, disons, je ne sais pas trop de quel ordre. Mais toujours est-il qu'une rencontre avec Ponomaryov l'aurait certainement contrarié, puisque c'est vrai que c'est quand même difficile d'expliquer qu'on est le meilleur joueur de sa génération si on perd donc, une rencontre directe avec le principal concurrent. Maintenant, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas joué, puisque c'est vraiment un tournoi d'une qualité exceptionnelle. Bon, en France, c'est le plus fort tournoi qui a été organisé en France dans les 10 dernières années, depuis la Coupe du Monde de Belfort, justement. Donc c'est vraiment dommage qu'Étienne n'ait pas participé. Bon, c'est Ponomaryov qui joue. Maintenant, donc très belle performance de Ponomaryov. Moi, je suis un peu déçu, personnellement, qu'Étienne n'ait pas joué, mais tant pis, hein, ça sera pour plus tard. De toute façon, ces deux jeunes sont quand même le futur échiquier mondial. Donc ils seront amenés à se rencontrer par la suite. Maintenant, dommage qu'ils n'aient pas joué tout de suite. Oui, peut-être cette confrontation aura peut-être lieu au championnat du monde 2010. En tout cas, on verra, le temps nous le dira. Je ne sais pas, par contre, ce qui peut être intéressant, Éloi, je ne sais pas si tu connais la prochaine actualité d'Étienne Bacrot. Est-ce qu'il va jouer des tournois importants dans le monde? Est-ce qu'il est invité? Est-ce que tu connais un petit peu sa prochaine actualité? Non, en fait, je sais qu'il a changé d'entraîneur. Il ne s'entraîne plus avec Yossif Dorfman. Il s'entraîne maintenant avec Zora Bazmaï-Parashvili, qui habite en Géorgie, donc ça fait un peu plus loin que d'aller à Cannes, mais bon. Donc Étienne fait des stages là-bas qui durent 2 semaines, 3 semaines. Donc s'entraîne là-bas. Maintenant, son planning de tournoi, je n'ai absolument aucune idée de quel engagement il a pris à quel moment. D'accord, donc voilà pour l'actualité française et on va terminer l'émission sur ce petit tour d'horizon. Donc un petit résumé donc, de cette actualité française, le tournoi de Clichy de grand maître qui est en train de se terminer, dont la dernière ronde a lieu dimanche, auquel participe le grand maître Éloi Rollange qui est avec nous ce soir et qui sera avec nous pour les prochaines émissions. Le tournoi de Belfort, plus fort tournoi de l'année en France au niveau fermé, avec la présence du plus jeune grand maître du monde, Rustan Ponomaryov, et l'absence d'Étienne Bacrot malheureusement. La prochaine fois, nous essaierons donc de faire le tour aussi encore une fois de l'actualité mondiale. On fera donc un bilan de ces 2 tournois qui d'ici là évidemment seront terminés. Et nous essaierons d'avoir des nouvelles du championnat du monde évidemment, des prochaines péripéties. J'espère que le calendrier sera définitivement fixé, ce qui semble quand même être le cas. Et ainsi que les plus grands tournois du monde. Notamment il y a un très très fort tournoi qui nous attend, puisque fin janvier, Viswanathan en numéro 2 mondial sera dans le même tournoi que Garry Kasparov qui a décidé de relever le gant. Il a envie de démontrer qu'il est encore numéro 1. Donc fin janvier, un très très fort tournoi mondial à commenter. D'ici là, évidemment, nous aurons des émissions puisque nous reprenons début janvier. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission avec nous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié les commentaires de la partie Efimov-Bauer, donc du dernier tournoi qualificatif au championnat du monde. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Vous avez donc les adresses email de la production de cette émission. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos souhaits, si vous voulez qu'on
il y a certains tournois que vous voulez dont vous voulez qu'on parle. S'il y a d'autres joueurs sur lesquels vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, nous tiendrons compte de vos remarques. Voilà, nous vous disons merci, au revoir et donc à la prochaine émission. Merci. Voilà.